Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Caïs. Je me permets de faire la vidéo en fait car j'avais envie de partager avec vous mon expérience. Euh, bon là c'est l'heure de la petite promenade on va dire pour se dégourgir un petit peu les jambes là. Comme on est resté un petit peu coincé dans le lit et qu'on n'a pas pu bouger, bah, on en profite pour se promener un petit peu, tout simplement. Donc voilà, mais ça va aller, le grand garçon ça va le faire. Si je me permets de faire la vidéo, en fait, c'est pour vous parler de ce qui m'est arrivé. Euh, j'ai 36 ans. Je suis à la base en pleine santé, enfin en pleine forme. J'ai pas de soucis particuliers. Je suis pas quelqu'un qui tombe malade. Une fois dans l'année, peut-être une petite grippe, mais rien de plus. Et en fait, depuis, depuis un petit moment maintenant, ça fait à peu près depuis 3 ans, j'ai commencé à suspecter en fait une petite anomalie au niveau de mon corps. C'est-à-dire en fait que je commençais d'abord par voir une petite goutte de sang en fait apparaître à la fin de la miction, à la fin que je terminais de faire du pipi en fait. Et sachant que je fais pas mal de sport et que j'essaie justement d'avoir une alimentation saine et équilibrée, justement je me suis dit voilà, en complétant, en buvant beaucoup d'eau, ça va passer. Et c'est ce qui se passait à chaque fois. Je buvais de l'eau et puis ça disparaissait. Et il faut savoir en fait que à cette époque-là, avant concrètement, ouais, c'était avant le Covid, j'ai commencé je travaillais avec des clients en fait, des clients grossistes et je rendais visite à peu près une quinzaine de clients faciles par jour, ouais, facile. Et, et j'étais responsable commercial à la base et puis concrètement, je leur rendais visite, mais je ne buvais pas d'eau et je ne mangeais pas. Euh, Rien de tout ça en fait. Je buvais que des cafés parce qu'ils me proposaient toute la journée. À chaque fois que j'allais voir des cafés, je pouvais boire des 6 7 cafés dans la journée. J'étais comme une pile électrique et ce qui fait que j'oubliais de boire, j'oubliais tout ça. Et, euh, et j'avais consulté un médecin une fois qui m'a dit ouais, j'ai le stress. Vous savez, c'est toujours le stress, toujours le stress. Mais moi je savais qu'il y avait autre chose. Mais bon, j'ai laissé quand même. Et j'ai pas surveillé ma santé. Je faisais pas attention à ça malheureusement. Pas comme j'aurais fait attention. Au cours des années en fait qui ont suivi, la période Covid, on était en plein dedans, sachant que c'était plus compliqué pour aller à l'hôpital, avec bien entendu les histoires de passe sanitaire. Moi qui suis pas vacciné du tout, je suis pas dans ça, je suis pas pour ça, zéro vaccin, jamais, pour faire simple. Je me suis dit voilà, si je peux pas aller à l'hôpital, bah tant pis. Donc j'ai essayé voilà, de manger un petit peu mieux, faire attention à ce que je faisais, pousser un petit peu plus le sport, d'essayer de sortir entre les moments où on avait soi-disant l'autorisation de se donner à soi-même d'aller se promener dans la rue et d'aller faire du sport, quoi, des choses qui étaient complètement insensées. S'autoriser soi-même à marcher 2 km autour de chez soi. Si c'est pas une prison, si c'est pas une prison cérébrale, je sais pas ce que c'est, quoi. Ils ont fait faire n'importe quoi, enfin bref. Et, euh, donc voilà, pendant cette période, j'ai essayé de faire attention, mais on va dire c'est vraiment il y a 4 mois que j'ai commencé à là plus ressentir vraiment les choses et voir beaucoup plus de symptômes. Ça a commencé en fait tout simplement par beaucoup plus de saignements. Au début c'était la petite goutte, tous les mois qui apparaissait, toutes les 2 semaines, tous les mois. Après ça s'est transformé en une deuxième petite goutte, une troisième, une quatrième, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il y a maintenant à peu près, ouais, il y a 4 bons mois, là ça commençait à vraiment
à saigner en fait. Je faisais pipi en fait que du sang. C'est-à-dire au niveau de ma vessie, lorsque j'allais uriner, euh, au début c'était les urines assez claires, avec petite goutte, et après les urines assez un petit peu plus foncées, avec beaucoup plus de gouttes, jusqu'à ce que je commençais à avoir cette fois-ci des tissus en fait, du tissu protéiné en fait, des petites boules de chair concrètement qui apparaissaient en fait à la fin de toutes les mictions. Et là ça commençait vraiment à m'alerter et j'ai pas eu le courage en fait à la base d'aller et de consulter un médecin parce que j'avais peur en fait. J'avais peur pour ma santé, j'avais peur. C'était la peur tout simplement, il n'y a pas d'autre mot, c'était la peur. Jusqu'à ce que je me suis confié en fait à un ami à moi qui se reconnaîtra, un ami portugais, comme on dirait, un portugais guyanais plutôt, qui habite au Portugal, un vrai frère, quelqu'un d'exceptionnel, qui m'a poussé. Et je me rappelle, il m'a dit, mais toutes les fois où moi j'avais des soucis de santé, un peu de poids en plus, ou des petites difficultés, tu as toujours été là pour moi en parlant de moi-même. Et aujourd'hui, c'était à son tour concrètement d'être là pour moi. Il m'a donné en fait un coup de pied au cul, il m'a boosté. Excuse-moi pour les expressions, je parlais comme ça, mais je parle réel. Je suis pas quelqu'un de faux, je dis ce que je pense et en essayant de respecter bien entendu un maximum de choses, mais voilà. Il m'a mis un coup de pied au cul et puis j'ai dit ouais, je lui ai promis que le prochain coup de fil que je lui ferai, c'était pour lui dire qu'au moins j'ai contacté mon médecin. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai d'abord contacté un médecin. Le médecin comment ça s'appelle, m'a donné un rendez-vous. C'est le médecin familial, il n'était pas là, il m'a donné un rendez-vous quelques jours après, mais lui n'était pas présent. Et j'ai eu un peu peur en fait de voir une autre personne qui pourrait avoir un jugement, sans me connaître bien sûr, mais j'avais pas confiance. Donc le rendez-vous je l'ai quand même pris et c'était un mardi. Le rendez-vous il était pour le jeudi et le mercredi soir en fait concrètement je me suis décidé à aller, c'était le 23 juin dernier, et je me suis décidé à aller à l'hôpital Saint-Antoine, dans le 11e arrondissement, à Paris. Et je suis passé aux urgences. J'ai pas attendu du tout. Je suis arrivé, ils se sont occupés de moi directement. J'ai peut-être dû attendre ouais, une petite heure, le temps de faire tout ce qui est démarches administratives et de patienter un peu. Et là, ils ont pris mon cas très au sérieux et puis ils ont fait nécessaire. Ils ont commencé par me faire des radios, des analyses bien entendu de comment ça s'appelle, d'urine. Mais bon, je pensais bien, ils n'ont pas pu trouver parce qu'ils ne sont pas spécialistes là-bas. Et ce qu'ils m'ont fait faire, en fait, ils m'ont en fait tout simplement renvoyé chez moi. Mais par contre, ils m'ont affirmé, en fait, ils m'ont assuré de prendre rendez-vous avec l'hôpital Tenon, là où je me trouve, actuellement. Un super hôpital, vraiment qui est magnifique, avec des docteurs mais qui sont fantastiques et des aides-soignantes qui sont, mais vous avez jamais vu des gens, enfin j'ai jamais vu des gens aussi impliqués dans leur travail. J'ai eu un rendez-vous en fait avec d'abord une neurologue, et l'urologue m'a envoyé faire une batterie de tests. C'est-à-dire j'ai commencé par faire des échographies, des radios, enfin des échographies, des IRM, différents types d'IRM, des analyses d'urine encore. Vraiment, j'ai eu une période depuis le 23 juin jusqu'à aujourd'hui où c'était intense. Et j'ai eu quelques jours de repos par rapport à ma formation. Je fais une formation informatique, une formation développeur web, que je kiffe. Beaucoup de projets qui vont venir en tout cas. Je me le souhaite et j'en suis persuadé. Et on a eu quelques jours de repos et j'ai profité vraiment pour voilà, passer tous ces tests-là, toutes ces choses, tous les jours, tous les 2 jours, entre le rendez-vous avec le docteur, rendez-vous après pour aller passer mon examen, retourner dans une autre adresse pour en faire un autre, repasser d'autres examens de CBU, donc tout ce qui est examen urinaire, euh,
de sang, si j'avais pas d'infection. Et rien de tout ça, bien sûr. Mais tous ces tests-là, c'était compliqué, contraignant, des prises de sang. Vraiment, c'était pas facile. Mais j'ai toujours, en fait, comment dire, gardé l'espoir, en fait, de si je fais ça, c'est pas pour rien. Et si j'en suis là, justement, c'est pour me sortir de cette situation-là. Et j'ai toujours le côté, j'ai toujours eu ce côté, en fait, battant. Dès que je commence à faire quelque chose, tant que j'ai pas décidé de m'arrêter, ben, je continue. Je me bats. C'est-à-dire, je vais aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça me fatigue. Et si ça me fatigue vraiment, j'arrête, fini. Parce que c'est plus intéressant pour moi et autres. Mais tant que je suis pas arrivé au bout de mes objectifs, je lâche jamais l'affaire. Que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit pour le personnel, tout. Je suis comme ça, en fait, de nature. Je suis à moi tout seul, j'aime bien dire ça, une grande source de motivation. Parce que j'arrive à m'auto-motiver. Mais, mais, mais rien de tout ça, je pourrais pas y arriver sans avoir eu connaissance de mon propre corps, de mon propre état d'esprit, des personnes comment ça s'appelle, qui m'inspirent au quotidien. Je vous en parlerai. Des personnes comme Mohamed Ali, comme Tyson, des personnes comme Napoleon Hill, Bob Proctor. Ouais. Des personnes qui sont beaucoup inspirantes pour moi et qui m'ont beaucoup apporté, car j'ai su étudier. Et j'ai su essayer de les comprendre. Et de cette motivation, justement, j'en ai profité aussi pour pendant cette même période-là, parce que je suis auto-entrepreneur, pour aller acheter des habits, des produits, en fait, que j'achète à mes grossistes et que je revends sur Internet, sur les réseaux sociaux, à des amis. Et je me suis débrouillé pour faire mon shooting en studio, qui était moi-même le modèle, le mannequin. Je suis mannequin aussi à côté de ça, dans les heures perdues. Très bonnes expériences. J'ai cette opportunité-là d'avoir un super ami qui possède une entreprise justement de B2B et qui fait des photos shootings. Et qui, cette personne justement, m'a beaucoup offert. Elle me permet d'aller dans son studio et de faire des photos à titre gracieux, puisqu'on est des amis d'enfance, on est des frères. Tu te reconnaîtras, frangin, tu le sais bien. Et j'ai créé le nom de l'entreprise, en dessous, sous les liens bien sûr de la vidéo. Et j'ai fait tout ça. Donc pendant on va dire un gros mois, je me suis débrouillé pour faire tous mes examens, tout ce qu'on me demandait de faire, même si c'était contraignant. Et en plus de ça, s'occuper de mes propres affaires. Et j'ai eu pendant cette période-là une motivation, mais qui sans relâche, qui m'a permis de faire tout ça. Et je me suis jamais senti aussi productif de toute ma vie. Il y a 2 ans, lorsque le Covid est arrivé, j'ai eu cette expérience justement de faire des masques en tissu africain, en wax. Et ces masques-là, je me rappelle, j'étais un des premiers à proposer les masques avec la norme FFP2 lorsque l'État a demandé d'avoir le bout de tissu complémentaire entre les tissus initiaux pour pouvoir les vendre et pour qu'ils puissent être à la norme. J'étais un des premiers à avoir cette autorisation-là avec les tissus africains. Je mettrai des photos et tout ça. Je les ai fabriqués. Je les ai fait moi-même à la base, bien entendu. Il fallait me voir avec ma petite machine à coudre, où je prenais les produits, les tissus, je les découpais, je prédécoupais les masques, les ficelles. J'ai d'abord commencé avec des ficelles classiques, vraiment une ficelle assez contraignante qui se met derrière l'oreille, jusqu'à ce qu'après je trouve des ficelles élastiques. Et au quotidien, en fait, j'ai évolué, j'ai amélioré mon masque, jusqu'à ce que justement j'ai trouvé le masque parfait avec la norme, et j'ai fait mon petit business avec. Et pendant cette même période-là, j'ai vendu des habits,
que vous voyez là justement, la marque Cabaye, qui sont les affaires de Cabaye, qui signifie justement les affaires de K. Les bails en creole, c'est-à-dire les affaires, et K qui signifie Caïs, qui est mon petit nom. Le petit nom que les veut, tout ça. Donc big up, la famille, c'est important. Et donc pendant cette période, j'ai charbonné. Je me suis débrouillé. Je ne veux pas dire que j'étais tout seul parce que j'avais des supports, mais tout ça c'est sorti de ma tête. Et donc le lien que je faisais justement par rapport à l'année dernière, c'est que j'ai fait tout ça à ce moment-là du Covid où je ne savais pas où j'allais. Mais moi aujourd'hui, avec tout ce que j'ai fait le mois dernier, j'ai eu l'impression d'avoir été 10 fois plus productif que tout ce que j'ai pu entreprendre ces derniers temps. Pourquoi ? Parce que cette fois-ci, j'ai compris en fait que quand tu fais quelque chose dans la vie, tu auras sans doute des échecs. Et je te le souhaite, et je me le souhaite à moi-même. Mais le plus important en fait, c'est de refaire. Et de continuer, de jamais lâcher. Jusqu'à ce que ça prenne, jusqu'à ce que les gens les acceptent qui tu es. Et que tu crois finalement tellement fort en ton projet que ça se réalise. Comme Napoléon Hill en fait le décrit très bien, il le dit, le succès est une répétition de choses qui te mènent vers un idéal. Le succès est une répétition de choses qui te mènent vers un idéal. Et quand tu y repenses, en fait, c'est évident. Tu répètes la même chose au quotidien. Tu la répètes, jusqu'à ce que ça devienne ton leitmotiv, en fait, jusqu'à ce que tu te réveilles avec, jusqu'à ce que tu manges avec, jusqu'à ce que tu te couches avec. Et au bout d'un moment, à force de te répéter cette chose-là, tu vas attirer des choses qui seront en total accord avec ça. Et jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, ça t'amène en fait sur une voie qui t'était à des années-lumière de savoir en fait où est-ce que tu arrives, mais qui justement au final te conforte, parce que lorsque tu regardes en arrière, tu te dis mais j'ai fait tout ça. Et ouais, t'as fait tout ça, comment ? Parce que tu t'es répété ces choses-là, t'as refait. Tout comme mon coach de boxe. Mon coach de boxe Taco, monsieur Louis, qui m'a toujours dit, et je me rappellerai toujours, il m'a écrit sur un tapis qu'il m'a offert un jour, il a écrit « Fais-le encore, échoue mieux ». Quelque chose comme ça, c'est pas les mots exacts, mais c'est comme ça en fait. Et ce qui veut tout simplement dire, c'est peu importe si tu as un échec, tu refais, tu recommences, tu le refais mieux. Donc oui, je disais, cet ami Louis qui m'a toujours donné cette envie de toujours me battre, et qui est une personne en fait qui a toujours œuvré pour moi pour que justement je puisse toujours sortir le meilleur de moi-même et de jamais lâcher. J'ai cette chance justement d'avoir des gens autour de moi qui m'ont toujours poussé, et ils me disent toujours que ils me rendent que l'appareil, et puis moi à mon tour je leur dis toujours mais moi c'est exactement la même chose que toi, je te rends que l'appareil de ce que tu m'as toujours offert. Et voilà, donc avec le temps en fait justement j'ai appris à ne jamais lâcher l'affaire. Donc je suis dans une situation en fait où j'ai appris à me connaître, j'ai appris à connaître mon corps, à m'écouter, à faire attention à ce que je mange, à faire attention à ce que je bois. Je suis pas un buveur, je bois très peu d'alcool. Malheureusement, la fumette, voilà. Mais j'essaie de faire très attention, je fais beaucoup de sport, je vais courir, j'en fais du sport, je fais de la boxe avec mon coach Louis, je fais des exercices en extérieur, j'aime beaucoup courir dans la nature, j'aime beaucoup la nature. Là vous me voyez tout, je suis sous un arbre, je suis chez moi là. Je suis à l'hôpital, on se comprend bien. Mais
c'est tout mon univers en fait. Entouré de plantes, de nature, d'air, d'atmosphère, de fleurs. C'est tout moi. C'est tout moi, Monsieur Nature. Et donc arrivé un moment en fait, lorsque je rencontre justement euh, ce docteur pour se concentrer en neurologie à Tenon, elle m'explique en fait que j'ai concrètement ce qu'on appelle une polype. La polype en fait, pour faire simple, c'est une boule de, de sang mélangée avec du tissu protéiné en fait de la chair concrètement qui s'accroche à la paroi de la vessie et qui justement en fait grossit de plus en plus, qui a grossi de plus en plus et qui m'empêche, enfin qui m'empêchait de faire pipi correctement. Je faisais pipi que du sang. Ces dernières semaines, c'est vraiment que du sang avec des douleurs horribles. Je peux, enfin, essayer de vous le décrire honnêtement, c'est pas facile, hein. Parce que ce que j'ai vécu, c'est quelque chose de très 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 éprouvant. Mais encore une fois, aucune épreuve n'est impossible à l'homme, mis à part la mort. Mis à part la mort. Il n'y a aucune épreuve qui est impossible à surmonter. Avec des difficultés pour chacune qui sont plus ou moins importantes, mais au contraire, il n'y en a aucune. Et, euh, et justement, ce qui s'est passé, c'est que le docteur m'a expliqué qu'il fallait que j'ai une opération en fait de la vessie au plus vite. Donc lorsque je l'ai rencontré, ça se fait très vite, hein. Donc on est le 23 lorsque j'arrive à Saint-Antoine et la semaine d'après, la première semaine, j'ai directement le premier rendez-vous, je fais mes examens et elle me dit directement il va falloir opérer en fait. J'avais deux choix, il y a deux choix en fait qui se sont opérés à moi en fait, soit elle arrivait à retirer la plupart des tissus que j'ai dans ma vessie, ou soit il fallait faire une ablation de celle-ci. Mais du haut de mon âge, en fait, c'est quelque chose qui est très compliqué et très difficile à accepter, puisque ça, c'est des choses qui arrivent à des gens qui ont 70, 75 ans, c'est ce qu'ils m'ont dit. Et moi, j'en ai 36. Donc t'imagines bien me faire une ablation de la vessie, reconstruction de celle-ci grâce à mes intestins, pas facile du tout. Donc le médecin, lorsqu'elle m'a revu, elle m'a confirmé, voilà, ça va être uniquement, ils vont gratter à l'intérieur, ils vont retirer un maximum des tissus et voir comment c'est pour qu'on puisse renvoyer les échantillons dans un laboratoire de manière à savoir quel traitement, en fait, sur quel traitement j'allais être suivi. Et c'est ce qui s'est passé. Donc je suis rentré à l'hôpital le 28, le 28 juillet. Et, euh, et concrètement, j'ai subi une opération qui a duré 2 heures dans la vessie. Ils ont introduit en fait ils ont fait une fibroscopie. À partir de là, en fait, ils ont fait le travail qu'il fallait, quoi. Ils ont nettoyé ce qu'ils pouvaient nettoyer. Ils ont tiré 95% de la matière qu'il y avait à l'intérieur. Ça représente à peu près un gobelet petit gobelet en plastique. Vous savez, les gobelets pour boire de l'eau en plastique blanc, ceux qui font 25 centilitres, ouais. Une bonne quantité comme ça, elle m'a montré une photo. Ça pique. Mais bon, c'est comme ça. Et donc à partir de là, ça a été nettoyé. Il reste toujours une petite partie à retirer, mais cette petite partie-là, en fait, ça sera lors d'une prochaine, sans doute une prochaine intervention, si besoin. Ou sinon, bien entendu, si le traitement permet d'avoir une bonne cicatrisation et de ne pas avoir de repousse à ce niveau-là, ben, ça serait fantastique. Donc ils ont intervenu dessus, donc comme je l'ai dit, pendant 2 heures. Après, je me suis réveillé dans la salle de réa. Euh, Ils m'ont surveillé et après ils m'ont monté dans ma chambre. Et puis ils m'avaient concrètement en fait installé une sonde
qui me permettait de laver ma vessie en continu. Donc j'ai eu plusieurs quantités de sérum qui étaient injectés directement dans ma vessie grâce à cette sonde-là et qui me faisait le nettoyage. Et, euh, et euh, C'était extrêmement douloureux, mais avec les médicaments qu'ils m'ont donné, tout ça, euh, Accufon, je sais même plus. Bref, ça allait assez bien lorsque j'en prenais, mais dès que je les avais plus dans mon corps, ben, vous imaginez la douleur. Donc voilà, j'ai résisté, et puis aujourd'hui, donc le 30, 28, 29, 30, ouais, c'est bien ça. Ils m'ont retiré la sonde vers midi, et, euh, et, euh, et à partir du moment en fait où ils me l'ont retiré, tout allait bien quoi. C'était extrêmement douloureux, c'est quelque chose que j'appréhendais énormément. Le fait d'avoir quelque chose au niveau de l'urètre et de ne plus l'avoir, je le souhaite vraiment, je le souhaite vraiment à personne. Et pour que ça puisse pas vous arriver, c'est de prendre soin de votre santé, de boire, de manger, équilibré. De toute façon, on va y revenir dessus. Et donc une fois que ça a été retiré, ben, j'ai fait comment ça s'appelle, un premier, un premier pipi. Et ce pipi-là, en fait, qui a été simplement une délivrance. Et je disais justement que ça a été une délivrance, en fait. Comme une espèce de bouchon de champagne, en fait, qui se retire et qui expulse, en fait, tout le champagne. Bah, c'est comme ça. Sans saignement, vraiment des urines claires. Qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir faire pipi. Vous savez, ces petites choses-là, c'est la moindre petite chose. On se rend compte vraiment qu'on est alité, qu'on est dans une situation en fait qui est difficile, que ces moindres petites choses sont importantes pour le corps. Ne serait-ce que de pouvoir dormir, de se coucher, de ne pas sentir de douleur. Ne serait-ce que de pouvoir faire pipi, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais croyez-moi, hein, ce que je vous dis, c'est comme, en fait, c'est comme un renouveau en fait. C'est pour ça que j'ai choisi de faire cette vidéo en fait. C'était tout simplement pour vous partager mon expérience et inciter les gens en fait à prendre soin de leur santé encore plus euh, avec ce qui se passe aujourd'hui, avec ce qu'on nous donne à manger, ce qu'on nous donne à boire, ce qu'on nous fait inhaler au quotidien, ces choses chimiques. Il peut y avoir plein de choses en fait qui peuvent causer ce genre de choses-là. Et c'est une maladie qui on va dire, qui touche pas trop les jeunes, donc on ne le connaît pas trop, mais du haut de mes 36 ans, croyez-moi, j'ai eu ça, et je peux vous dire que c'est pas une blague. Comme je disais, ça s'appelle une polype, et, euh, et ce que je peux vous dire, c'est faites le maximum pour manger bien, boire bien, consommer bien, toutes ces choses-là en fait, mais jamais assez, mais toujours, enfin jamais en excès, mais ouais, toujours assez justement avec la quantité qu'il faut. Et, euh, et pourtant de base, je suis quelqu'un qui ouais, je mange équilibré, j'essaie un maximum. Tout ce qui est plat en sauce, j'évite un maximum aussi. Tout ce qui est petites choses, barres de chocolat, sucreries. Alors j'en ai mangé dans une grande période de ma vie, mais c'était pas bon du tout. Aujourd'hui, par exemple, lorsque j'ai envie de manger et consommer des choses comme ça, parce que j'ai mangé par exemple enfin, ça paraît fou, hein, mais des morceaux de carottes. Mon alimentation aujourd'hui, elle est presque exclusivement en fait fait de légumes. Oui, c'est la période de comment ça s'appelle des vacances, il fait chaud certes, donc c'est l'aliment parfait, mais au-delà de ça, c'est même en temps normal, les salades et ce genre de choses-là sont des aliments qui font partie de mon quotidien.
Donc par exemple, mes repas aujourd'hui, c'est je vais te faire une grande salade avec du concombre, du maïs, tomates, des pousses, des feuilles d'épinards, très protéinées, très bon pour la santé. Je vais rajouter dedans soit du melon, de la pastèque. Et je vais rajouter dedans comment ça s'appelle, du thon, du poisson bien sûr. Je mange très très peu de viande blanche maintenant. Le poulet, le poulet vraiment c'est quelque chose qui depuis 2 gros mois j'ai considérablement réduit. La viande rouge, alors ça, n'en parlons pas. La viande rouge de toute façon, j'écoutais pas les gens quand ils disaient oui la viande rouge, nanana c'est pas bon, c'est mauvais. Mais faites vous-même l'expérience. Si vous êtes un gros mangeur de viande, arrêtez pendant une semaine de manger de la viande en complétant avec du poisson ou du thon et vous allez voir si votre état d'esprit, votre morale, votre sel, vos urines, vous allez voir s'ils ne sont pas de meilleure qualité. Et croyez-moi, en ayant fait l'expérience par rapport à ce que j'ai, je me suis dit, sachant que dans une situation où je vais me faire opérer, il faut que dès maintenant je commence à m'alimenter d'une manière équilibrée pour que lorsque je puisse être en convalescence, que je ne puisse pas avoir de carence. Et j'en suis persuadé justement que ce que j'ai fait avant m'a aidé à être là devant vous et à parler, quoi. Euh, Hier matin, j'avais une sonde dans l'urètre. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, je pète le feu, quoi, comme vous pouvez le voir sur mon visage. Ces choses-là, l'alimentation, c'est plus que primordial. Les boissons gazeuses, alors ça, les seules boissons gazeuses que je m'autorise, c'est du Perrier ou de la Badois. Euh, Histoire d'avoir quelque chose vraiment avec un petit goût gazeux, mais sinon tout ce qui est Coca, tout ce qui est ces marques-là, là, ces choses-là, c'est que du chimique, c'est que du mauvais, excuse-moi l'expression, c'est de la merde. Tu vas boire un truc sucré, tu vas manger, qu'est-ce qui va se passer? Ben t'auras encore soif. Comme il dit l'autre comédien, la femme c'est comme l'eau sucrée, tu la bois, ben t'as toujours soif. Et bon, au final, c'est ça en fait. C'est tous ces genres de choses-là que tu les consommes, ça te tue à petit feu en fait. Tu consommes, en fait, concrètement, tu deviens ce que tu consommes. Écoutez bien cette phrase, tu deviens ce que tu consommes. Si tu consommes des choses équilibrées, des choses saines, tu deviens quelqu'un de sain. Tu as un mental sain. Si tu consommes des choses qui sont mauvaises, je vais donner l'exemple par exemple si on est là, enfin on est tous différentes origines, hein. Mais moi, mes origines haïtiennes font qu'on mange beaucoup de choses qui sont en friture, des choses grasses, ce qu'on appelle des bananes pesées dans la culture, dans ma culture africaine aussi, qui est par exemple les alocos, un poison. C'est un poison. Vous allez prendre des bananes, qui est un produit qui est déjà sucré, qui seront trempées dans l'huile, qui vont rester je ne sais pas combien de temps, qui vont être sortis, après consommés tièdes ou peu importe. Mais vous vous rendez pas compte, c'est de la folie de consommer ça. Pareil, les plats que vous allez mettre au four, c'est très bien, je vais mettre au four pour éviter de mettre ça à la poêle par exemple, parce que voilà, il y aura en conséquence moins de graisse. C'est faux parce que tu vas graisser quand même ton plat, tu vas rajouter quelques morceaux de beurre, tu vas rajouter de la crème, tu vas rajouter toutes ces petites choses en fait qui font qu'au final ton poulet, que tu le fasses à la poêle avec un peu d'huile ou que tu le fasses au four avec de la crème ou du beurre, ça revient à la même chose en fait. En fait, c'est la peau par exemple du poulet, ce genre de choses là, tu vas les manger à outrance, tu vas te dire ouais c'est bon le gras, mais c'est comme si tu disais c'est bon la mort quoi, c'est bon la mort parce que ça te tue à petit feu. Je suis pas en train de dire ne pas manger de la viande, hein, je suis pas en train de dire ça, mais je suis en train de vous dire que faites attention à ce que vous consommez et comment vous consommez. Comme j'ai dit tout à l'heure, à, à petite dose, jamais à excès. Et nous, on a toujours tendance à surconsommer parce que justement, on nous a donné cette habitude-là. On va aller quelque part, on va manger 2-3 morceaux de poulet, on va être persuadé et tout qu'on va être bien mangé, qu'on va bien manger, qu'on va être fort. Mais non, c'est du flan. On va manger beaucoup de protéines. Mais à côté de ça, où sont les apports en légumes? Où sont les légumes dans tout ça? On va manger un riz, le riz il va nous caler. On va se lever le lendemain matin, riz sauce. On va être bien, on va dire ouais, j'ai bien mangé riz sauce à loco. Tu te lèves le lendemain, t'es ballonné,
tu vas aller à la selle et tu n'auras rien. Alors que tu auras consommé beaucoup de légumes vapeur, beaucoup de légumes crus aussi. Crus, c'est encore mieux puisque les aliments, les nutriments en fait qui sont à l'intérieur se consomment, se gardent beaucoup mieux. Parce qu'il faut savoir, lorsque tu cuis un aliment, bah, tu perds de ses valeurs nutritionnelles. Bah, tu manges beaucoup de légumes avec un petit peu de protéines, t'es bien, t'es refait, c'est ce que ton corps il a besoin. Et, euh, donc voilà, ça c'est ce qui concerne bien entendu donc l'alimentation. Il y a plein d'autres petites choses. Tu sais, tu vas être là à 4 heures, tu vas avoir une petite faim. Tu vas taper une petite barre de chocolat. La barre de chocolat, tu vas la taper, tu vas dire, oh, c'est bon et tout, ça va m'aide bien. Non, erreur. C'est que du sucre. Tu te rends pas compte la quantité en fait de sucre qu'on te donne dans tout ça. Plus celle qui est déjà dans tes aliments. Euh, des aliments qui sont faits en batterie, en labo, qui sont étudiés justement pour toutes ces choses dégueulasses. Tu vas les manger, après tu vas remanger encore un aliment qui va te rajouter une dose. Alors là, tu es sur ta dose de drogue, de sucre. Alors on y va, hein. Le sucre, de toute façon, vous savez bien, c'est une drogue. C'est une drogue, cherchez même pas. C'est, je pense même que c'est la drogue numéro une, puisque c'est la seule qui est officiellement légale et qu'on te dit consommer, 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 qu'on va te mettre tous les jours devant toi. Achète tes barches de céréales, achète tes chewing-gums, achète du sucre en poudre, achète. De toute façon, même quand tu vas acheter des légumes, des plats ou des choses comme ça, ils vont te rajouter du sucre, quoi qu'il arrive. Ils vont te rajouter des rehausseurs de goût et toutes ces choses-là en fait sont pas bonnes pour toi. Donc voilà. Évitez de manger toutes ces choses-là, je vous le conseille, je vous le recommande parce que voilà, moi ça m'a pas servi. Et depuis justement que donc depuis les 2 mois et tout, que j'ai 2-3 mois, j'ai commencé à manger beaucoup de légumes. Je peux vous dire, mon état d'esprit, mon sommeil, tout mon corps réellement, il est en bonne santé. Et avec l'ajout en plus de sport, parce que je suis quelqu'un et tout, j'aime beaucoup faire du sport, comme j'ai dit tout à l'heure, j'aime beaucoup courir, la course j'aime énormément, j'ai beaucoup de cordes à sauter, beaucoup de shadow, beaucoup d'exercices de musculation en extérieur, des levées de jambes, tout ce genre de petites choses-là, des tractions, c'est vraiment mes petits exercices favoris et qui font partie de mon quotidien lorsque je peux aller être motivé à faire du sport. Ben là, avec le changement d'alimentation que j'ai opéré, avec le peu de sport justement, puisqu'il a fallu que je reprenne et autres, parce que ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait, je suis beaucoup plus efficace que lorsque je mange du riz, lorsque je mange des pâtes, lorsque je mange ce genre de choses, en fait, qui en termes de... Si c'est pour faire un effort sur du long terme, ça peut être bien, mais si c'est pour vraiment avoir un équilibre, moi, ce que je dis, c'est à éviter, quoi. Quitte à manger du riz, autant manger du riz complet. Quitte à manger des pâtes, autant manger des pâtes complètes. Et non pas les pâtes aux œufs classiques ou le riz de Camargue simple, quoi. Manger des choses complètes, déjà, ce sera beaucoup plus équilibré. Mélanger avec vos salades, je vous recommande. Alors ça, c'est le meilleur combo. Si vous avez un gros effort le lendemain, une grosse journée, un petit peu de riz, un petit peu de pâtes dans un gros plat de légumes, alors vous êtes refait. Un petit peu de protéines, la bonne quantité qu'il faut à chacun en fonction de son poids et son corps et de vos attentes. De toute façon, il y a beaucoup de légumes qui intègrent comment ça s'appelle, des fibres, des vitamines et des protéines aussi, et qui font que vous n'avez pas forcément d'avoir une grosse quantité de viande pour compléter en protéines. L'apport que vous avez déjà dans les légumes que vous consommez va vous permettre déjà vous d'être en très bonne forme. Donc voilà, pour parler du sport. Le sport, c'est mon leitmotiv. Si j'ai pas de sport, je peux rien faire. Si j'ai pas quelque chose si j'ai pas la possibilité de me dépenser, d'aller courir, de transpirer, d'évacuer toutes ces toxines, toutes ces choses-là qui sont mauvaises, vous savez, tout ce qui vous reste. Vous passez une journée désagréable, vous rentrez chez vous, les gens autour de vous, ils ont été désagréables dans les transports. Vous arrivez chez vous, vous êtes désagréable avec les personnes qui sont autour de vous, vous êtes désagréable avec vous-même. C'est quoi la solution en fait pour sortir de ça? Le sport. Il suffit juste que tu fasses ne serait-ce que 5 minutes de sport. Tu vas faire des pompes, tu vas faire des abdos. On dit tous oui mais j'ai pas le temps de faire du sport. C'est du mensonge. On se ment tous à soi-même en fait. On se ment.
On a tous le temps. C'est juste qu'on ne prend pas le temps pour soi. Et c'est ça la différence. On a tous le temps de faire quelque chose. On peut tous prendre 5 minutes de notre temps. Ne dites pas que toute votre vie est faite sur un rythme effréné où vous ne pouvez pas. C'est faux, c'est faux. Vous pouvez dans votre quotidien, ne serait-ce qu'en nourrissant, par exemple, en nourrissant vos enfants, si vous avez des enfants en bas âge, vous êtes une mère célibataire, un père célibataire, peu importe, un couple, une nounou, tu peux très bien, entre le moment où tu vas nourrir ton enfant et que tu vas préparer tout ça et que tu vas lui donner à manger et qu'il va aller se coucher parce qu'il va faire son petit rototo, tu peux très bien faire des abdos, tu peux très bien faire des pompes, tu peux très bien soulever des bouteilles d'eau. C'est rien de soulever des bouteilles d'eau, mais ça te fait faire une activité sportive. Et ne serait-ce que ça, à partir du moment où tu transpires, tu génères quelque chose. Et quand tu génères quelque chose, tu as un résultat. Et ce résultat-là, à partir du moment où tu as du résultat, tu continues. Tu continues et ça revient exactement à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est la définition en fait du succès, comme Napoleon Hill explique bien. C'est une répétition de choses qui te mènent vers un idéal. Donc à force de manger équilibré, à force de boire équilibré, à force de faire du sport de manière équilibrée, au final, en fait, tu t'équilibres toi-même et tu deviens meilleur. Tu deviens meilleur avec toi. Tu deviens plus conciliant. T'es moins, on va dire, sujet à l'énervement. Bien sûr, je m'énerve. Attention, je suis quelqu'un, je peux m'énerver facilement. Mais quand je fais du sport, quand je mange bien, j'essaie de réfléchir. Si je réfléchis pas tout de suite, j'essaie après de me dire, mais c'était inutile au final. Et je demande pardon à la personne qui n'est plus présent autour de moi, certes, mais ou sinon si j'ai fait du mal à quelqu'un et autres, j'essaie de lui demander pardon et de faire en sorte à ce que ça ne reproduise plus et à toujours devenir meilleur en fait. Et ça, c'est ma manière d'être. C'est comme ça que je suis de nature. Donc c'est pour ça que j'arrive facilement à vous exprimer tout ce genre de petits sentiments-là, mon ressenti. Je fais ça pour vraiment encourager les gens à connaître un petit peu plus cette maladie-là, à se renseigner dessus, à faire attention à votre état d'esprit, à votre santé, le stress aussi, parce que je sais que le stress a été une grosse source justement à mes problèmes. On a tous nos problèmes dans la vie, hein. Je ne vais pas vous énumérer tous nos problèmes, mais j'ai eu des difficultés tellement immenses que je me suis dit mais comment j'allais m'en sortir. Mais au bout du tunnel, il y a toujours une petite lumière. À partir du moment où tu rentres dans un tunnel, il y a une lumière. Il y a une lumière soit derrière toi, soit devant toi. À partir du moment où tu vois celle-ci, en fait, cette lumière, fonce. Fonce parce que tu es vers la porte de sortie. Et peu importe les épreuves que tu dois passer, peu importe les difficultés qui vont être devant toi, il faut que tu t'arrêtes pas en fait. Tu fonces et tu prends le temps bien entendu pour te reposer, pour voir quels sont les pas que tu as fait en arrière, mais t'y vas. Parce que ce que je peux te promettre en fait, c'est que derrière, ton futur et ton avenir en fait ne sera que meilleur. Si tu restes stagné, si tu restes en fait à ta même position, tu stagnes. Et si tu stagnes, en fait, t'avances pas. Par contre, si tu fais un pas toujours, si tu mets toujours un pas devant l'autre, tu te rends compte au bout d'un moment en fait que t'as fait des kilomètres. Et des kilomètres après se transforment en des distances mais qui sont extraordinaires. Quand je revois en arrière, moi ce que j'ai fait des masques, j'ai vendu des habits, j'ai floqué des t-shirts, j'ai floqué des vestes en jean, des pantalons, des chemises. J'ai fait des choses, j'ai acheté mes machines pour comment ça s'appelle, pour faire les flocages. J'ai acheté mes machines pour découper. J'ai fait tout ça de moi-même en autodidacte. Et ce genre de choses-là, je l'ai fait parce que justement, j'ai eu cette motivation-là. J'ai eu en fait en 2018 le déclic. Je suis descendu chez un ami à moi qui habitait à Bordeaux. Et j'ai lu un livre en fait qui s'appelle Père riche, Père pauvre. Père riche, Père pauvre, c'est de Robert Kiyosaki qui est un Hawaïen et qui explique en fait les fondements de la vie et du business. C'est-à-dire il va comparer en fait les deux styles de père. Il a un père pauvre en fait qui est son père biologique, qui lui apprend toutes les choses en fait du quotidien.
comment se comporter, comment être un bon fils et autres. Et, euh, et l'autre, il est un père riche. Et qui ce père riche-là, en fait, c'est la personne avec qui il a travaillé, en fait. Cette personne qui lui a appris le business, des choses, en fait, que son père pauvre, donc son père biologique, ne pourra jamais lui apprendre. Mais vice-versa, le père biologique, donc le père pauvre, lui apprend des choses que son père riche ne pourra jamais lui apprendre. L'amour, l'empathie, le sens de la famille. Bien entendu, une autre personne que son propre père peut vous indiquer ce que c'est l'amour, une définition, mais qui d'autre qu'un vrai père peut vous le faire comprendre. Et aussi d'un autre côté, bien sûr un père biologique peut vous apprendre des fondements de la vie, le business, mais qui d'autre qu'un vrai businessman pour vous apprendre justement le business. Tu vas pas aller consulter ton docteur si lui-même il est malade. Tu vas aller consulter la bonne personne tout simplement. Et ben c'est ça l'idée. Et ce livre-là, en fait, c'est une révélation parce que ça m'a permis en fait de comprendre beaucoup de choses dans la vie, des choses qui nos parents à nous ne connaissent pas et qui n'ont pas pu nous expliquer en fait. Et, euh, et à contrario, justement, j'ai pu comprendre que souvent les familles riches, qu'on dit les familles riches, c'est pas forcément financièrement des familles qui ont des patrimoines, parce que tu peux être riche et tu peux avoir par exemple un domaine qui t'appartient, qui est à ta famille, mais tu peux manger des cailloux, quoi. Tu peux manger des légumes jusqu'à ce que ça t'appartienne. Pendant tout ce temps-là, bah, tu ne possèdes rien. Bah, justement, ce genre de choses-là, par exemple, ça prenne souvent ou ça autour d'une table. Autour d'une table, quand tu es là à manger avec tes parents, souvent, par exemple, regarde, moi qui ai observé beaucoup la communauté chinoise, ils sont toujours autour d'une table en train de partager chacun une petite pièce de ce qu'ils ont. Ils vont avoir un poisson et dans le poisson, chacun va prendre un petit morceau et va le mettre dans un petit bol et va le partager. Nous, on va être là en train de manger nos gros poissons. Lui, il va être à gauche, lui, il va être là-bas en face de la télé, lui, il va être dans la chambre. Et au final, qu'est-ce qu'on partage? Bah rien, juste la saveur. Alors que eux, tu vois, par exemple, la communauté asiatique, ils vont partager bien entendu ces saveurs-là, ils vont manger, ils vont se partager chaque petit morceau qui va faire en sorte à ce que à la fin ça devienne une grosse quantité, des légumes, des fruits. Tu les vois comment ils partagent ce genre de choses-là, c'est fabuleux. Et manger autour d'une table asiatique, vous allez voir ce que c'est réellement ce que c'est que manger. C'est pareil pour les familles européennes. La plupart du temps, ces familles-là, ils mangent autour d'une table. Et à quel moment est-ce qu'ils se partagent justement tout leur savoir, tout leur patrimoine? C'est à ce moment-là. Et nous-mêmes, malheureusement, qui sont d'autres communautés, on n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses-là. Est-ce que vous avez l'habitude d'être assis avec vos parents et de parler de business? Vous avez souvent parlé de Tata André, tonton Michel, tonton qui a fait ça à Tata, qui a fait ça à un tel, qui la cousine a fait ça. Des choses en fait qui n'ont pas de sens. Des choses qui, oui, permettent de rigoler, de se fendre la poire, mais concrètement, ça ne fait pas avancer le schmilblick en fait, tu restes au même niveau. Et nous, en tant que, comme on appelle ça, que diaspora, qui sommes arrivés en France dans les années 80, 90, à la suite de nos parents justement, ben, moi par exemple, ce que j'ai envie, c'est de partager ce genre de choses en fait qui j'ai pas pu avoir, mais qui au contraire, j'ai eu les meilleurs pères pauvres qui puissent exister. Mais à côté de ça aussi, j'ai eu cette chance et ces opportunités là, de fréquenter des gens que j'appelle pères riches. Tu te reconnaîtras et tout. Tu te reconnaîtras, monsieur, monsieur Delon dedans. Et plein d'autres personnes, bien sûr, qui m'ont encouragé, qui m'ont appris des choses, justement, et qui m'ont fait lire des livres qui m'ont permis, en fait, d'acquérir d'autres savoirs. Donc ça, c'était pour voilà, ce déclic qui m'arrive en 2018. Et depuis, en fait, je lâche pas. C'est-à-dire, je me suis mis, par exemple, sur des livres. J'ai acheté, je me rappelle, en fait, je suis descendu à la FNAC de la rue Sainte-Catherine à Bordeaux. Et là, j'ai acheté un livre et on m'en a offert un deuxième. Le premier, en fait, qui est Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill.
Et le deuxième, en fait, c'est le succès par la pensée constructive. Et ça, vraiment, c'est pareil, c'est des livres qui me correspondent à 100%. C'est ces livres-là qu'il faut lire. C'est ces livres-là qu'il faut lire et qu'il faut le faire lire à vos enfants. Ça vous révèle en fait des choses que vous savez sans doute, qui sont enfuies en vous. Parce que voilà, on est tous humains, on est tous dotés de la même, plus ou moins de la même intelligence. Mais cette intelligence-là, en fait, se développe en fonction du savoir qui nous est transmis. C'est-à-dire que si nous, on va se lever et qu'on va regarder des BD de Kirikou qui court derrière la vieille sorcière, c'est super. Je suis pas contre. Mais qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qu'on crée après pour qu'on puisse développer notre état d'esprit? Il y a des livres justement comme Père riche, Père pauvre, Le succès par la pensée constructive, La semaine de 4 heures. Des livres extraordinaires. La semaine de 4 heures, qui t'apprend tout simplement à travailler 4 heures. Et ça, quand tu y repenses, tu dis, mais c'est pas possible. Comment travailler 4 heures et être productif? Ben, c'est ça l'intérêt. Est-ce que vous pensez qu'on est arrivé ici sur Terre, on est tous là pour travailler, s'acharner, à travailler comme des fous toute la journée? Non, c'est pas une vie. C'est du stress. C'est un mauvais état d'esprit. L'idée, c'est de faire un minimum de choses pour être productif, mais surtout, on n'est pas fait pour travailler 35 heures dans une journée. Moi, je suis désolé. Moi, depuis que j'ai lu ce livre, La semaine de 4 heures, mon état d'esprit, il est comme ça. Je donne un maximum, mais si le cerveau il sature, tu passes à autre chose et tu t'instruis différemment et tu continues encore. Mais tu restes pas bloqué, tu restes pas acharné à bosser comme un bourrique euh, pour gagner à la fin rien, aucune reconnaissance. Tu vas terminer ton travail, tu auras fait 35 heures, tu vas faire 3 heures en plus, tu vas dire à ton employeur, ouais, c'est pour moi et tout, parce que tu sais, je te connais, on est des amis d'enfance ou quoi que ce soit. Puis tu gagnes quoi à la fin? Tu gagnes en fait ta santé. Parce qu'au final, en fait, tu as fait des heures en plus, t'es pas payé. En plus de ça, tu vas reprocher à ton pote qui te paye pas. Donc ça va te provoquer un stress. C'est toi-même qui as choisi d'être dans cette position-là et tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Et, euh, et voilà, ce genre de choses-là qui sont motivants, je vous le dis, ça vous met dans un état d'esprit où vous vous sentez être un guerrier. Et je lis actuellement un livre qui s'appelle l'art, euh, l'art de la guerre de Sun Tzu. Je vous le conseille. C'est magnifique. C'est magnifique. Le concept, j'ai pas fini, hein, mais c'est lorsque tu pars en guerre, en fait, lorsque tu as un combat, tu dois toujours, en fait, savoir observer ton ennemi. C'est-à-dire, tu lui laisses, par exemple, une, une, une échappatoire. Tu laisses une porte de sortie. De manière à ce que, justement, toutes les personnes qui ont un doute, les personnes faibles, les personnes handicapées, les enfants, les femmes, les personnes qui veulent pas se battre, en fait, puissent sortir. Comme ça, tu leur laisses une opportunité de survivre. Mais à contrario, toutes les personnes qui restent sont des personnes qui sont là en toute reconnaissance de cause. Alors que si tu agis de la même manière, mais que tu ne leur laisses pas de porte de sortie, tu vas prendre n'importe quelle de ces personnes-là, que ce soit la petite grand-mère, la petite femme qui est toute frêle. Eh ben, crois-moi, si elle a aucune échappatoire, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre son courage à deux mains, elle va prendre les armes et elle va te zigouiller, elle va te faire mal, elle va faire du mal à 6 7 personnes. Tout ça en fait grâce à grâce à, c'est pas la peur, grâce à l'adrénaline, enfin la peur qui se transforme en adrénaline. Ben c'est ça le truc en fait, c'est au final dans la vie il faut savoir en fait ton combat, il faut savoir comment tu le mènes. Soit tu te mets des doutes dans la tête, si tu te mets des doutes en fait tu n'y arriveras pas, ou soit tu fonces. Le tout c'est pas de foncer de tête baissée, mais c'est de foncer d'une manière réfléchie pardon, et de ne pas t'arrêter. Et tant que tu n'es pas arrivé à tes fins, tu continues. Et peu importe ce que les gens te diront, peu importe ce que les gens vont te dire au quotidien, oui mais tu vas pas y arriver, parce ils vont douter de toi. Hein. C'est tes propres frères, tes propres sœurs, tes propres amis, ta propre famille, tes parents, ils vont douter de toi. Ils vont dire non, tu vas pas y arriver, c'est dur, tu es tout seul. Pff, continue. Continue. C'est à ce moment-là que tu dois continuer justement parce que c'est là qu'il y a
dans ton cerveau quelque chose qui se passe et qui dit soit en fait tu mets le doute et tu laisses rentrer toutes ces choses-là et t'es mort, t'es carbo, ou soit tu dis non, j'ai pas écouté toutes ces personnes-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais foncer. Et ben tu vas continuer. Et là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va te mener vers un idéal. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la définition en fait du succès. Une répétition de choses qui te mènent vers un idéal. Et à partir de là, quand tu as compris ça, peu importe ce que tu entreprends, peu importe ce que tu fais, peu importe la somme que tu gagnes, t'es déjà gagnant. Et moi, là, actuellement, je considère que je suis gagnant parce que je suis là, en fait, et je peux vous parler de ma situation. Je peux vous dire que voilà, j'étais responsable commercial pendant près de 7 ans, plus de 6 ans, pardon. J'étais dans le B2B, dans la partie transport aussi. C'était des expériences qui étaient extraordinaires et j'ai voulu entreprendre parce que je me voyais plus justement dans cette vie à me lever, à travailler pour quelqu'un et à vivre en fait une vie que j'ai pas envie de vivre. Et j'ai commencé à entreprendre et depuis que j'entreprends, je, je, je me sens libre, je me sens moi-même. Je croule pas derrière les millions, hein. Je vais pas vous dire ouais je touche des millions, je vous mentirais, c'est faux. Je suis, euh, je suis encore au Pôle emploi, hein. mais, mais je fais une formation de développeur web, comme j'ai dit tout à l'heure. Euh, je, je fais en sorte à devenir un développeur web mobile qui me permettront de mener à bien tous ces petits projets que j'ai en tête, que j'ai fait, qui sont concrétisés. Et il me faut juste le diplôme en fait, histoire de... Enfin c'est fou, encore une fois c'est une excuse, hein. Mais au moins je sais que le diplôme me permet d'avoir l'expérience justement et qui lorsque je justifie tel tarif, on ne pourra pas me refuser parce que tout ce que j'ai cravaché en fait pour pouvoir l'avoir, j'ai travaillé pour l'avoir. Donc voilà, c'était ma petite expérience et tout que je voulais partager avec vous. Je n'incite personne à ne pas manger de viande, à ne pas manger de riz ou quoi que ce soit ou de surconsommer. Je vous incite juste à essayer de manger équilibré, de vous équilibrer vous-même en fait au niveau de votre propre cerveau. Je vous incite à vous instruire, c'est très très important. L'instruction, c'est une des meilleures choses. Ça nourrit votre cerveau au quotidien. D'écrire, écrivez, écrivez vos pensées, écrivez vos idées. Même si ce sont des idées folles, euh, toutes ces choses qui existent autour de vous démarrent d'idées folles. Qui l'aurait cru qu'on pourrait parler sur un petit boîtier et qui l'autre personne serait à des heures de nous-mêmes et simultanément en train de nous écouter. Donc vraiment, toutes ces idées-là, écrivez ce que vous pouvez, mais foncez. Foncez, 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 vous arrêtez pas. Et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, je suis fier d'avoir partagé mon expérience et j'espère en tout cas que ça aura aidé des gens à comprendre un peu mieux la maladie et, euh, et, euh, et comprendre d'où je viens et surtout où je vais. Donc voilà.